Nous allons traiter maintenant du deuxième thème avec la présentation de Monsieur Picot, professeur de droit public à l'université Panthéon-Assas. Je vous laisse la parole pour le premier sujet de ce thème. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour à tous. Merci Louisa. De combien de temps dispose-je? Vous disposez de 30 minutes. 30 minutes. Bon, alors vous m'interromprez le moment venu. Sans doute, les questions qui ont été posées, fort intéressantes, notamment au sujet du vaccin, au sujet de la libre circulation, ne sont pas encore réglées, faute de questions préjudicielles posées à la Cour de justice, en ce sens qu'il s'agisse de l'appréciation de validité, de textes de droit dérivé ou de questions en interprétation du dispositif européen au titre de la protection envisagée. Il faut évidemment faire preuve de patience pour avoir des réponses assurées de la part de la Cour de justice, mais comme cela a été observé, il existe des entraves, elles sont indéniables, entraves à la circulation des personnes, entraves à la circulation des marchandises, des services. Elles ont été justifiées sur le fondement de la santé publique, et notamment la protection envisagée pour lutter contre cette pandémie. Le tout sera de savoir si les mesures envisagées sont justifiées. Elles le paraissent, au vu des résultats scientifiques. Sont-elles proportionnées? Là, tout est question d'appréciation et de situation d'un curseur, au fond, parce que l'on peut estimer que la mesure est excessive par rapport à d'autres mesures qui auraient pu être prises. On peut toujours en discuter. Et la question posée nous amène justement au thème que vous m'avez demandé d'être traité, celui de la conciliation, au fond, des libertés de circulation avec la protection de la santé. Alors, un tel sujet est pleinement justifié parce qu'au fond, la confrontation des libertés de circulation et de la protection de la santé se situe au plus haut niveau du droit de l'Union européenne. En ce sens que les libertés de circulation, les 4 libertés consacrées au titre du marché intérieur, sont des libertés qui sont considérées comme fondamentales par la Cour de justice. Et la protection de la santé est reconnue par le droit primaire, par le traité, elle l'est même par la Charte des droits fondamentaux, et comme cela a été observé tout à l'heure, cette protection est elle-même considérée comme fondamentale. On va donc constater une forme d'antinomie entre les libertés de circulation et la protection de la santé qui sont toutes deux situées au plus haut niveau. Souvent, dans la doctrine, dans des présentations qui sont faites par des hommes politiques, il y aurait une opposition entre un intérêt européen, celui qui consiste à assurer les libertés de circulation pour la réalisation du marché intérieur, et des intérêts nationaux qui consistent à protéger la santé. Cette opposition, souvent constatée, est inexacte, en ce sens que la protection de la santé est non seulement un impératif assuré par les États membres, mais elle l'est aussi par l'Union européenne en tant que telle, sur le fondement, et l'intervenant tout à l'heure l'a rappelé, de l'article 168 du traité FUE et de l'article 114 du même traité, ainsi que sur les dispositions pertinentes de la Charte. On exige d'ailleurs, à ce titre, un haut niveau de protection de la santé. Et c'est l'Union européenne qui a fixé l'exigence de protection de la santé. De sorte qu'il est excessif d'opposer les intérêts nationaux et l'intérêt européen.
Je veux dire par là qu'au sein du droit européen et au sein des exigences imposées par l'Union européenne, il peut y avoir des antinomies sur lesquelles on reviendra. Et d'autre part, il arrive que les libertés de circulation contribuent elles-mêmes à la protection de la santé. Il suffit de donner quelques exemples. Une règle nationale qui empêche un citoyen d'importer des médicaments, cette règle nationale est combattue au titre de la libre circulation des marchandises. Et la libre circulation des marchandises va permettre justement à ce citoyen d'obtenir les médicaments qu'il cherchait, qu'il ne pouvait pas obtenir sur place, dans son propre État. Il en va de même de la libre circulation des services qui permet à un patient de se déplacer dans l'Union européenne pour recevoir des soins de santé qu'il ne pouvait pas non plus obtenir sur place chez lui. Et dans ces conditions, la liberté de circulation contribue à la protection de la santé. De sorte qu'il est excessif de vouloir toujours opposer la protection de la santé aux libertés de circulation. C'est excessif, mais en même temps, on en a tous conscience, il y a un fond de vérité. Oui, parce que souvent, dans la pratique, ce sont bien les règles nationales de protection de la santé qui ont pour effet de gêner, d'entraver la circulation des marchandises, des services, des personnes, voire des capitaux. C'est la raison pour laquelle on va tenter de procéder à une forme de conciliation en décomposant la conciliation en plusieurs étapes. Mais au préalable, il faut tout de même rappeler deux points qui sont nécessaires à la compréhension de la conciliation. Premier point, qui porte sur l'interdiction des entraves. Deuxième point, qui porte sur la reconnaissance de la santé en tant que justification aux entraves. Premier point préalable, l'interdiction des entraves aux échanges. Cette interdiction est établie dans les règles du traité qui imposent les libertés de circulation. C'est tout particulièrement l'interdiction des entraves à la libre circulation des marchandises qui a suscité des discussions. Vous en avez conscience, on y a fait référence, l'article 34 du traité FUE interdit les mesures d'effet équivalents à des restrictions quantitatives à l'importation, et cette interdiction a été explicitée par la Cour de justice dans une jurisprudence bien établie, et notamment depuis son arrêt d'Assonville. C'est toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce entre États membres. Cette définition s'est appliquée aussi bien à des mesures discriminatoires qu'à des mesures indistinctement applicables aux produits importés et aux produits nationaux. L'arrêt Cassis de Dijon est venu le confirmer, mettre en lumière, et il y a eu des difficultés d'application de cette jurisprudence, un revirement de jurisprudence, le fameux arrêt Quéquémitoir de 1993, puis un retour à des appréciations plus logiques, plus réalistes, et en particulier dans l'arrêt Commission contre Italie de 2009, qui a permis de mettre clairement, enfin, en lumière les critères de l'entrave aux échanges. Depuis cet arrêt Commission contre Italie de 2009, on sait ce qu'est une entrave aux échanges, on sait ce qui peut être interdit au titre de l'article 34. Ce sont au fond trois types de mesures. Les mesures qui sont discriminatoires, en droit ou en fait, au détriment des produits importés. C'est par exemple une règle qui impose, pour l'importation des médicaments, elle impose à l'opérateur de disposer d'un établissement sur place. C'est discriminatoire en fait.
c'est une entrave aux échanges. Deuxième catégorie, les règles qui fixent des conditions applicables à la composition du produit, à la présentation du produit, à sa dénomination, et qui, tout en étant indistinctement applicables, sont susceptibles, compte tenu de leur disparité dans les différents États membres, de créer des entraves aux échanges. C'est la ligne de jurisprudence Cassis de Dijon qui est rappelée dans l'arrêt de 2009 Commission contre Italie. On en a des applications régulières en matière de santé, particulièrement dans l'arrêt de 2020 concernant le CBD, le cannabidiol. La Cour dit effectivement une règle qui interdit le CBD dès lors qu'il est issu de la plante de chanvre ou de cannabis dans son intégralité, CBD qui est légalement commercialisé notamment en République tchèque et qui ne peut pas l'être en République française, eh bien cette règle provoque une entrave aux échanges. Et enfin, troisième catégorie, ce sont les réglementations qui, en outre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été visés par les deux premières catégories, ont pour effet d'entraver l'accès au marché. D'entraver l'accès au marché. La Cour de justice l'a mise en lumière en matière de santé, notamment dans son affaire Scotch Whisky en 2015. La Cour dit l'imposition d'un prix minimum pour la vente de whisky a pour effet d'empêcher que les prix de revient inférieurs des produits importés puissent se répercuter sur le prix de vente aux consommateurs au Royaume-Uni. Par conséquent, c'est une entrave à l'accès au marché britannique des boissons alcooliques légalement commercialisées sur le territoire d'autres États. La notion d'entrave est ainsi entendue. Pour la libre prestation des services, je n'insiste pas. Ce sont non seulement des règles qui ont pour effet de discriminer en raison de la nationalité ou en raison du lieu d'établissement ou du domicile, du prestataire ou du destinataire, mais aussi des règles indistinctement applicables qui ont pour effet de rendre plus difficile, voire moins attrayant, la prestation de service. Une conception très large qui va s'appliquer pleinement en matière de santé. Deuxième élément préalable, c'est la reconnaissance de la justification, fondée sur la santé. Les articles du traité consacrés aux libertés de circulation reconnaissent la protection de la santé s'agissant d'une justification des entraves. C'est le cas en matière de circulation des marchandises, c'est le cas en matière de circulation des personnes, article 39 pour les personnes, 36 pour les marchandises. C'est le cas pour le droit d'établissement et la libre prestation des services, avec l'article 52 qui est rendu applicable en matière de services. Ce n'est pas le cas pour les capitaux, mais la santé est reconnue en tant qu'exigence impérieuse d'intérêt général. Autrement dit, elle permet de justifier des entraves aux 4 libertés de circulation. Et pour les marchandises, il faut dire que le champ même de la protection de la santé est entendu largement compte tenu des termes de l'article 36, parce que c'est la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux. C'est entendu très largement et on sait que la justification est invoquée pour protéger les animaux, non seulement lors de leur transport, mais aussi lors de leur abattage, lors de leur traitement, mais aussi des végétaux dans le cadre de multiples circonstances. Oui. La protection de la santé se situe, je cite, au premier rang des intérêts protégés par l'article 36. Autrement dit, la santé est située au plus haut niveau parmi les raisons susceptibles d'être invoquées par les États pour justifier des entraves, ce qui est remarquable. Cela signifie qu'il appartient aux États de fixer le niveau auquel ils entendent assurer la protection
sous réserve des mesures d'harmonisation qui auraient pu être décidées. Alors, à partir du moment où on a, d'une part, une entrave entendue largement, et d'autre part, une notion de justification au titre de la santé publique qui est également entendue largement, comment procéder à la conciliation? La conciliation, et on en a vu quelques exemples à travers les présentations qui ont été justement données tout à l'heure, je ne reviendrai pas sur les arrêts Pharma Express, Daniel B, Del Pharma, qui ont été parfaitement mis en lumière. La conciliation va supposer de procéder à plusieurs types d'examens, successivement. Ce ne sont pas des examens alternatifs. Il faut s'entendre sur un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, il y a lieu de vérifier l'existence d'un besoin de protection, vu les arguments avancés. Il y a lieu ensuite de se demander si les mesures décidées sont aptes à protéger la santé, et ce, d'une manière efficace. Il y a lieu de se demander, dans un troisième temps, si l'objectif qui a été présenté, c'est-à-dire celui de protection de la santé, l'a bien été d'une manière loyale. Et enfin, il y aura lieu de s'interroger sur le caractère proportionné des mesures qui ont été décidées en vue de protéger la santé. Il n'y a pas d'ordre dans l'examen. Le tout est que cet examen ait lieu d'une manière logique. Tout d'abord, premier point de l'examen, la vérification du besoin de protection. On ne peut admettre une entrave aux libertés de circulation que s'il y a un véritable besoin de protection. Autrement dit, si le besoin de protection est justifié. Et à ce titre, il faut faire une différence selon qu'il y a des directives d'harmonisation ou non, s'agissant du besoin à protéger. Lorsqu'il y a des directives de rapprochement, on constate que souvent, les auteurs des directives se sont attachés à définir les caractéristiques des produits dangereux, les teneurs des composants, les circonstances dans lesquelles les produits présentent un danger. Et ils indiquent toujours que les appréciations qui ont été faites sont sujettes à évolution. Autrement dit, que c'est un état du droit qui est évolutif. En l'absence de texte d'harmonisation, il appartient aux autorités nationales et aux juges qui vont procéder au contrôle, notamment aux juges nationaux, avec l'aide de la Cour de justice, d'apprécier la réalité du risque. Il leur faut pour cela disposer de données objectives suffisantes et elles pourront estimer que telle ou telle substance présente, le cas échéant, en combinaison avec d'autres substances, un danger, ou au contraire, considérer que cela ne fait pas courir un risque sérieux. Un exemple peut être donné, celui du CBD, qui a été traité par la Cour de justice, comme vous le savez, le 19 novembre 2020, sur question préjudicielle de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Est-ce que cette substance est dangereuse? Est-ce qu'il est possible de l'interdire? La Cour dit, oui, l'article 36 prévoit une exception d'interprétation stricte. Ça, c'est une erreur de la part de la Cour de justice. Exception. L'article 36 ne prévoit aucune exception. Non, ce qu'il prévoit, ce sont des dérogations à la règle. Et dérogation n'a pas le même sens qu'exception. Si c'était une exception, on ne devrait même pas se demander si ensuite la mesure est justifiée, apte, proportionnée.
Une dérogation, en revanche, impose de procéder à tous ces contrôles. Alors, risque ou pas risque? La Cour de justice dit, elle est bien embarrassée dans cette affaire. Oui, on ne peut prendre les mesures que si le risque réel allégué apparaît comme suffisamment établi sur la base des données scientifiques. Et il faut prendre en compte le degré de probabilité des effets néfastes et l'élément de gravité des effets potentiels. Ouh là là. Et qu'en est-il des recherches scientifiques? Alors oui, on constate qu'il y a des incertitudes scientifiques. Mais dans ce cas, quand il y a des incertitudes, ne doit-on pas appliquer le principe de précaution? Alors la Cour dit une application correcte du principe de précaution signifie qu'il faut évaluer ça de manière raisonnable, une évaluation compréhensive du risque. Et lorsque cela s'avère impossible, le principe de précaution justifie l'adoption de mesures restrictives. Tout ça pour ça. Vous imaginez la situation des juges nationaux qui doivent statuer dans des affaires telles que celle-ci? Il faut bien observer que cette étape préalable n'est pas facile à passer. La Cour nous indique qu'il faut tenir compte du contexte de la réglementation et en particulier prendre en compte les personnes qu'il y a lieu de protéger, les groupes de personnes vulnérables ou au contraire des personnes spécialement averties. Deuxième étape, celle qui consiste à apprécier l'aptitude à protéger la santé publique de manière efficace. L'aptitude de la mesure à protéger la santé publique, ici encore, pourra être appréciée au vu des directives de rapprochement qui nous apportent un certain nombre de solutions, notamment lorsqu'elles indiquent que tel dispositif est adapté. Mais en l'absence de directive, il faudra se demander si telle ou telle mesure est apte à protéger la santé publique. Alors en principe, une mesure de contrôle, une procédure d'agréation est susceptible de protéger la santé publique. Certaines vont immédiatement apparaître comme inaptes à protéger la santé publique. C'est par exemple une règle qui se limite à interdire une dénomination. On interdit une dénomination qui serait susceptible d'induire le consommateur en erreur sur le produit qu'il consomme. Si le produit qu'il consomme est jugé dangereux, il ne faut pas interdire la dénomination, il faut interdire le produit. Donc, la mesure qui s'attache à la dénomination est inapte à protéger le consommateur s'agissant des risques de la santé. On en a eu une illustration dans une affaire française qui concernait l'interdiction d'utiliser la dénomination yaourt pour des yaourts surgelés, au motif notamment que le yaourt surgelé était dangereux pour la santé publique. Et surtout, et l'intérêt porte sur l'efficacité du dispositif. En l'absence de texte d'harmonisation, il y a lieu de se poser des questions sur l'efficacité du dispositif et on en a eu des illustrations multiples, particulièrement s'agissant de l'affaire de la bière, où l'Allemagne interdit des additifs dans la bière parce qu'ils sont dangereux pour la santé publique. Mais en même temps, il apparaît que l'Allemagne n'a pas interdit les mêmes additifs s'agissant des jus de fruits. Alors, si l'on recherche l'efficacité, il faut assurer la protection d'une manière cohérente et systématique, ce que rappelle la Cour de justice à ce titre. La présence d'exceptions est susceptible de révéler l'inefficacité du système. Mais en même temps, on sait à quel point il est difficile d'exiger la perfection de la part des autorités publiques. Et il est rare
qu'un dispositif soit considéré comme contraire au droit de l'Union au motif qu'il n'est pas parfait, au motif qu'il n'est pas totalement efficace. Souvent, lorsque ce type de constat est fait, celui d'un manque d'efficacité, c'est que, par ailleurs, le système se révélait disproportionné. Troisième étape, celle de l'examen de la loyauté des motifs invoqués par celui qui protège. Celui qui protège doit être assuré de le faire d'une manière loyale. Il ne doit pas invoquer un motif de protection à des fins détournées, pour protéger l'économie notamment. Et l'article 36 du traité FUE dispose dans sa seconde phrase que les mesures ne doivent pas constituer des restrictions déguisées dans le commerce ou constituer des discriminations arbitraires. Il y a lieu de le vérifier et d'une manière systématique. Restrictions déguisées ou discriminations arbitraires, on peut citer un exemple concernant la France, bien connu, qui se rapporte à l'interdiction de la publicité en faveur des boissons alcooliques, et tout particulièrement s'agissant des boissons apéritives. Concrètement, le whisky ne pouvait pas faire l'objet de publicité, alors que le rhum pouvait en faire l'objet. La justification avancée par le gouvernement français consistait à dire que les apéritifs sont plus dangereux que les digestifs, parce que les apéritifs, on les boit à tout moment de la journée, de la nuit, alors que les digestifs sont pris spécialement après un repas, après que l'on a ingéré des aliments. Différence. Mais différence totalement arbitraire. Il n'y a pas d'argument qui peut être véritablement avancé, si ce n'est que la France produisait plus de rhum que de whisky. Cela a évolué, c'est vrai, compte tenu des productions françaises de whisky qui commencent à être bien connues sur notre territoire. Enfin, l'examen de la proportionnalité. Proportionnalité des mesures protectrices de la santé au regard des entraves créées. C'est une opération complexe, sachant que cette exigence est ambiguë. Lorsque la Cour dit proportionnalité des mesures par rapport à l'objectif, ça signifierait que la mesure doit être vraiment adéquate, qu'elle ne doit pas être excessive par rapport à la satisfaction de l'objectif. Mais cela ne se limite pas à apprécier la mesure par rapport à l'objectif. Cela surtout conduit à apprécier la mesure par rapport aux entraves qu'elle crée. C'est-à-dire que l'exigence signifie qu'on ne doit pas créer d'entraves plus qu'il n'est nécessaire. Et il faut toujours avoir à l'esprit les incidences de la mesure sur la liberté de circulation. Concrètement, il faut se demander si des mesures moins entravantes, moins restrictives des échanges sont susceptibles de parvenir au même résultat. Et pour cela, il faut non seulement tenir compte de ce qui existe, c'est-à-dire de l'état de la réglementation nationale et européenne, mais aussi il faut faire preuve d'imagination et se demander si des mesures moins entravantes que celles mises en œuvre ne pourraient pas parvenir au même résultat. Et nous en avons des illustrations. Je dois dire, pour terminer, que en matière de santé, il est souvent plus difficile de trouver des mesures alternatives permettant d'arriver au même résultat que dans d'autres matières telles que la protection des consommateurs concernant l'indication des ingrédients, du prix, de la composition du produit. Si on veut protéger efficacement la santé, il faut s'assurer que les mesures alternatives permettent véritablement d'atteindre l'objectif, et ce, d'une manière aussi efficace, parce que nous n'oublions pas,
c'est tout de même le premier des intérêts à protéger. Je vous remercie de votre attention.